Lecture audio du conte Quelque chose de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Je veux devenir quelque chose, dit l'aîné de 5 frères. Je veux être utile en ce monde. Je veux bien d'une situation modeste, si ce que je fais est bien. Alors c'est quelque chose. Je veux faire des briques, on ne peut pas s'en passer. J'aurais donc fait quelque chose. Mais trop peu de choses, dit le second frère. Ce que tu fais, c'est autant que rien. C'est du travail de manœuvre. Ça peut se faire à la machine. Non, plutôt maçon, c'est quelque chose. C'est ce que je serais. Voilà un état. On entre ainsi dans les corporations, on devient citoyen, on a sa propre bannière et sa propre auberge. Même, si tout va bien, je peux avoir des compagnons, être appelé maître, et ma femme sera maîtresse. C'est quelque chose. Ce n'est rien du tout, dit le troisième. Ce n'est pas une chose qui compte. Il y a beaucoup de classes dans une ville, qui sont bien au-dessus des maîtres. Si tu es maître, tu fais partie de ceux qu'on appelle le commun. Non, je sais quelque chose de mieux. Je serai constructeur. Je pénétrerai dans le domaine de l'art, de la poésie, j'atteindrai ceux qui sont haut placés dans l'empire de l'esprit. Je sais bien qu'il me faudra commencer par en bas. Oui, je peux bien le dire franchement. Je dois commencer comme apprenti charpentier, être en casquette, bien que je sois habitué au chapeau de soie, courir chercher de la bière et de l'eau-de-vie pour les simples compagnons. Et ils me tutoieront, c'est désagréable. Mais je m'imaginerai que tout cela est une mascarade. C'est la liberté des masques. Demain. Je veux dire, quand je serai apprenti, je suivrai mon chemin, les autres, ce n'est pas mon affaire. J'irai à l'école, j'apprendrai à dessiner, je serai architecte. C'est quelque chose, c'est beaucoup. Je veux devenir honorable et très estimé, même avec un petit supplément avant et après. Je bâtis, comme les autres avant moi. C'est quelque chose sur quoi on peut tabler. Tout cela, c'est quelque chose. Mais ce quelque chose-là, je ne m'en soucie pas, dit le quatrième. Je ne veux pas suivre un sillage, être un imitateur. Je veux être un génie supérieur à vous tous. Je créerai un style nouveau. Je donnerai l'idée d'une construction nouvelle qui convienne au climat et aux matériaux du pays, à son caractère national, au progrès de notre époque. Et j'y ajouterai un étage pour mon propre génie. Mais si le climat et les matériaux ne valent rien, dit le cinquième, ce serait fâcheux, car ils ont de l'influence. Le caractère national peut aussi s'étaler jusqu'à l'affection. Le progrès de l'époque peut vous emballer, comme la jeunesse parfois s'emballe. Je vois bien qu'aucun de vous ne sera quelque chose, quoi que vous pensiez. Mais faites comme vous voudrez, je ne vous ressemblerai pas, je me mettrai en dehors, je raisonnerai sur ce que vous faites. En tout, il y a toujours quelque erreur. C'est cela que je discernerai et que j'étudierai, c'est quelque chose. Et c'est ce qu'il fit, et les gens disaient au cinquième, il y a sûrement quelque chose en lui, c'est un cerveau, mais il ne fait rien. Mais c'est par là qu'il était quelque chose. Oh, ceci n'est qu'une petite histoire, et pourtant elle n'en finira pas tant que le monde existera. Et que sont devenus les 5 frères par la suite? Rien du tout. Écoutez, c'est tout un conte. Le frère aîné qui faisait des briques comprit que de chaque brique, une fois achevée, tombait une petite pièce, simple pièce de cuivre, mais beaucoup de petites pièces de cuivre, ajoutées les unes aux autres, deviennent une belle rixdelle, et quand on frappe avec elles chez le boulanger, le boucher, le tailleur, chez tout le monde, la porte s'ouvre, et l'on a ce dont on a besoin. Voilà ce que donnent les briques. Il y en a qui s'effritent ou qui se cassent par le milieu, mais elles peuvent servir aussi. Mère Magrette, la pauvre femme, avait bien envie de se bâtir une petite maison en haut de la digue. Elle reçut toutes les briques en morceaux et quelques briques entières, car le frère aîné, qui était simple fabricant de briques, avait bon cœur. La pauvre femme bâtit elle-même sa maison. Elle était petite, une fenêtre n'était pas droite, la porte était trop basse, et le toit de chaume aurait pu être mieux, mais c'était un abri, et on pouvait voir au loin sur la mer qui déferlait de toute sa force contre la digue. Les gouttes salées aspergeaient toute la maison, qui était encore là lorsque celui qui avait fait les briques fut mort et enterré. Quant au second frère, il savait maçonner autrement que cela, il avait appris le métier. Lorsqu'il eut passé son examen de compagnon, il boucla son sac et chanta la chanson de l'artisan. Je peux voyager tant que je suis jeune et vivre au loin comme chez nous. J'ai un métier, j'ai ma fortune, et la jeunesse est mon bonheur.
je retournerai ensuite au pays, c'est promis à ma fiancée. Hurrah! L'artisan hardi au travail, a le pied léger sous la table. » Telle fut sa vie. Dans la ville, lorsqu'il fut rentré et devenu maître, il maçonna maison après maison, toute une rue. Lorsqu'elle fut construite, la rue avait bon air et faisait honneur à la ville, et les maisons construisirent pour lui une petite maison qui devait être à lui. Mais comment les maisons pouvaient-elles construire? Demandez-leur. Elles ne répondront pas, mais les gens répondent et disent « Parfaitement, cet heureux lui a construit sa maison. » Elle était petite et le plancher y était de terre battue. Mais lorsqu'il y entra en dansant avec sa fiancée, le plancher devint poli et ciré, et de chaque pierre sortit une fleur, on aurait dit une précieuse tapisserie. Ce fut une charmante maison et un heureux couple. La bannière de la corporation flottait au dehors, et apprentis et compagnons criaient « Hurrah !» Oui, c'était quelque chose. Puis il mourut, ce fut aussi quelque chose. Vint ensuite l'architecte, le troisième frère, qui avait été apprenti charpentier, avait porté la casquette et fait les commissions en ville, mais d'élève à l'école d'architecture était devenu constructeur, honorable et très estimé. Et si les maisons de la rue avaient bâti une maison pour son frère, qui était maçon, la rue porta son nom, et la plus belle maison fut à lui. C'était quelque chose, et il était quelque chose, et avec un long titre avant et après son nom. Ses enfants étaient considérés comme des enfants distingués, et lorsqu'il mourut, sa veuve fut une veuve de qualité. C'est quelque chose. Et son nom resta inscrit au coin de la rue, et les gens le citaient comme un nom de rue. Oui, c'est quelque chose. Et voici le génie, le quatrième frère, qui voulait trouver quelque chose de nouveau, d'original, avec un étage en surplus. Mais l'étage fit patatras, et il tomba et se rompit le cou. Seulement il eut un magnifique enterrement avec des bannières de corporations et de la musique, des fleurs dans les journaux et dans la rue sur les pavés, et 3 oraisons funèbres furent prononcées sur lui, plus longues les unes que les autres, ce qui lui aurait fait grand plaisir, car il aimait beaucoup que l'on parlât de lui. Un monument fut érigé sur sa tombe, d'un étage seulement, mais c'est toujours quelque chose. Il était donc mort comme les 3 autres frères, mais le dernier, celui qui raisonnait, leur survivait à tous, et cela était juste, puisqu'il avait ainsi le dernier mot, et il était pour lui de grande importance d'avoir le dernier mot. C'était un cerveau, disaient les gens. Mais son heure sonna aussi, et il mourut, et il s'en fut à la porte du paradis. On y vient toujours 2 par 2. Il se trouvait avec une autre âme qui désirait aussi entrer, et c'était justement la vieille mère Magrette de la maison sur la digue. C'est par contraste que moi et cette âme misérable arrivons ici ensemble, se dit le raisonneur. Eh bien, qui êtes-vous, petite mère? Vous voulez aussi entrer ici? Demanda-t-il. Et la vieille femme salua le mieux qu'elle put. Elle croyait que c'était Saint-Pierre lui-même qui parlait. Je suis une pauvre gueuse, sans aucune famille. La vieille Magrette de la maison sur la digue. Eh bien, qu'avez-vous fait sur terre? Je n'ai vraiment rien fait du tout en ce monde, rien qui puisse m'ouvrir la porte ici. C'est pure grâce, si l'on me permet d'entrer. Comment avez-vous quitté ce monde? Demanda-t-il pour dire quelque chose, parce qu'il s'ennuyait à rester là à attendre. Comment je l'ai quitté, je n'en sais rien. J'ai été malade et patraque ces dernières années. C'est sans doute pourquoi je n'ai pas pu supporter de sortir de mon lit et de venir au froid qu'il faisait dehors. C'est qu'on a eu un hiver très dur, mais maintenant j'y ai échappé. Il y a eu 2 jours de calme plat, mais terriblement froid, comme votre grâce doit le savoir. La glace était prise sur la côte, aussi loin qu'on pouvait voir. Tous les gens de la ville étaient sur la glace. Il y avait ce qu'on appelle course de patins et danse, je crois. Il y avait musique et buvette. Je pouvais entendre le bruit depuis le lit où j'étais couché dans ma pauvre chambre. Et puis voilà que vers le soir, la lune était levée, mais n'était pas encore montée de mon lit. Je regarde au loin, au-dessus de la côte, et là où se rejoignent le ciel et la mer, je vois venir un drôle de nuage blanc. Je regarde le point noir qui est au milieu et devient de plus en plus gros. Et je savais ce que ça veut dire. Je suis vieille et je m'y connais, bien qu'on ne voit pas souvent ce signe-là. Je le connaissais et fus épouvantée. 2 fois dans ma vie j'avais vu ça venir, et je savais qu'il y aurait un orage terrible, avec une inondation qui allait surprendre ces pauvres gens qui étaient là, dehors, à boire, sauter et s'amuser. Jeunes et vieux, toute la ville était là. Qui les préviendrait?
si personne ne voyait ou ne connaissait ce que je savais. J'eus grand-peur, je fus ranimée comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Je sautai du lit et fus à la fenêtre. Je n'avais pas la force d'aller plus loin. J'ouvris pourtant la fenêtre. Je pouvais voir les gens courir et sauter sur la glace. Je voyais les beaux drapeaux. J'entendais les gamins crier « Hurrah !» les garçons et les filles chanter. On était très gais, mais le nuage blanc montait de plus en plus haut avec sa tache noire. Je criais de toutes mes forces, mais personne ne m'entendit, j'étais trop loin. Bientôt l'orage allait éclater, la glace rompre, et les gens être engloutis sans merci. Ils ne pouvaient m'entendre, et je ne pouvais les atteindre. Si j'avais pu les ramener à terre, et notre Seigneur me donna l'idée de mettre le feu à mon lit. Plutôt incendier la maison que de laisser périr tant de gens si lamentablement. J'allumai la lumière, je vis la flamme rouge. Je parvins à sortir, mais je restai couché à la porte. Je n'en pouvais plus. Les flammes sortaient derrière moi, et par la fenêtre jusqu'au toit. Les gens l'aperçurent et se mirent à courir de toute leur force pour venir à mon secours, à moi, pauvre, qu'ils croyaient brûler à l'intérieur. Il n'y en eut pas un à s'enfuir. Je les entendis venir, mais j'entendis aussi un grondement soudain dans le ciel. J'entendis comme de gros coups de canon. La haute marée souleva la glace qui se rompit, mais la foule atteignit la digue, où les étincelles volaient au-dessus de moi. Je les ai tous amenés en sûreté. Mais sans doute n'ai-je pas pu supporter le froid et ma frayeur, et c'est ainsi que je suis monté ici à la porte du paradis. On dit qu'elle s'ouvre aussi pour une pauvre femme comme moi. Et puis, je n'ai plus de maison là-bas sur la digue, mais ce n'est pas cela qui me donne accès ici. La porte du paradis s'ouvrit, et l'ange fit entrer la vieille. Elle perdit un bras de paille, un fétu du matelas de son lit, celui qu'elle avait allumé pour sauver toute la foule, et il s'était changé en or pur, mais de l'or qui s'enroulait en magnifiques entrelacs. « Vois-tu ce que la pauvre femme a apporté » dit l'ange. « Et toi, qu'apportes-tu » ?»« Oui, je sais bien, tu n'as rien fait, pas même fabriqué une brique. Si seulement tu pouvais retourner là-bas et en rapporter autant. Elle ne vaudrait rien, sans doute, quand tu l'aurais faite. Mais si elle était faite de bon cœur, ce serait toujours quelque chose. Mais tu ne peux pas t'en retourner, et je ne peux rien pour toi. » Alors l'âme de la pauvresse, la femme de la maison sur la digue, implora pour lui. « Son frère a fait et m'a donné toutes les briques et les débris avec lesquels j'ai bâti ma misérable maison. Mais c'était énorme pour moi, si pauvre. Tous ces morceaux et débris ne peuvent-ils pas compter pour une brique en sa faveur? C'est une grâce à lui faire. Il en a besoin, et c'est ici le pays de la grâce. » Ton frère, celui que tu trouvais le plus borné, dont la besogne honnête te paraissait la plus médiocre, te donne son denier de paradis. On ne te renverra pas. Il te sera permis de rester là, dehors, à réfléchir, mais tu n'entreras pas avant d'avoir, par une bonne action, accompli quelque chose. J'aurais pu dire cela en meilleurs termes, pensa le raisonneur, mais il ne le dit pas à haute voix, et c'était déjà quelque chose. Fin de la lecture du conte Quelque chose. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.